L'homme est un loup pour l'homme. Cette phrase de Hobbes, qu'il écrit dans le Léviathan au XVIIe siècle, est peut-être l'une des phrases les plus célèbres de la philosophie politique. En disant que l'homme est un loup pour l'homme, Hobbes veut mettre en évidence la figure du loup, c'est-à-dire la figure du prédateur. Le principal prédateur de l'homme, c'est l'être humain lui-même. En fait, Hobbes s'inscrit en faux avec par rapport à une autre représentation de l'état de nature qui serait celui d'un état naturellement bon dans lequel nous vivrions dans une situation d'harmonie et ce serait la société dans un deuxième temps qui aurait perverti la bonté naturelle de l'homme. Figure que l'on retrouve plutôt chez Rousseau par exemple. Non, pour Hobbes, l'état de nature c'est l'état des relations entre les êtres humains lorsque ce n'est pas médiatisé par la raison, ce n'est pas médiatisé par les constructions sociales, par les institutions. L'état de nature est un état dans lequel nous vivrions tous constamment sous la menace des autres êtres humains. C'est un état dans lequel vous n'oseriez jamais tourner le dos à votre voisin de peur qu'il vous plante un couteau dans le dos, ou vous auriez peur que dès que vous détourniez votre attention, quelqu'un vienne vous prendre ce qui vous appartient. L'état de nature est donc un état fondamentalement violent, un état où chacun cherche à maximiser son propre intérêt sans aucune médiation institutionnelle, sans aucune médiation même peut-être morale. En tout cas, la conviction de Hobbes, c'est que sans médiation par des institutions, les relations entre les êtres humains sont potentiellement violentes. Et cet état de nature, il ne vous le décrit pas comme un état qui aurait été un moment de l'existence de l'histoire de l'humanité. Il le reconstruit comme étant une figure imaginée, une figure idéale typique, une figure auquel il se réfère pour justifier, dans la position du contrat social, pour justifier la légitimité de l'État. Parce que la référence à cet état de nature, c'est essentiellement pour nous faire comprendre qu'il n'est pas dans notre intérêt de rester dans une situation où nous sommes tous sous la menace perpétuelle les uns des autres. Et que dès lors, il est dans notre intérêt bien compris, de décider de s'accorder sur l'autorité d'une institution, l'autorité d'un prince, c'est-à-dire l'autorité de l'État, auquel on va donner la mission de médiatiser les relations entre les êtres humains afin de mettre de l'ordre et d'éviter d'être en situation de guerre les uns contre les autres. Si vous voulez avoir une image relativement simple de ce raisonnement de Hobbes, imaginez qu'il n'y ait pas de code de la route. Imaginez que nous puissions aller sur les routes sans qu'il y ait de priorité de droite, sans qu'il y ait de limitation de vitesse, sans qu'il y ait de stop, sans qu'il y ait de feu rouge. À tout instant, est-ce que vous pensez que votre liberté de mobilité serait plus grande ou plus faible qu'actuellement sous un code de la route? Est-ce que vous pensez que vous rouleriez plus vite, que vos déplacements seraient plus rapides qu'ils ne le sont aujourd'hui dans un environnement qui est orchestré par le code de la route? On peut facilement imaginer que dès qu'on monterait dans sa voiture, dès qu'on s'engagerait sur une route, à tout instant, on regarderait à gauche, à droite, devant, derrière soi, dans la peur qu'un autre véhicule surviendrait et qu'un choc, un accident se produirait. Loin d'aller beaucoup plus vite qu'aujourd'hui, on serait au contraire extrêmement prudent puisque à chaque fois que l'on avancerait, on devrait tout le temps constamment vérifier où sont les autres véhicules, qu'est-ce qu'ils font, essayer de comprendre, d'anticiper leur comportement pour éviter un accident. On le voit bien, cet état d'anarchie routière ne serait pas une situation où notre mobilité serait plus grande qu'aujourd'hui, où notre droit à la mobilité, notre liberté de nous déplacer serait davantage respectée qu'aujourd'hui. Au contraire, ce serait un état où l'anarchie, le manque de règles aurait comme conséquence que nous aurions plus difficile à nous déplacer. Et donc on pourrait assez facilement comprendre qu'en tant que conducteur, qu'en tant qu'automobiliste, on préfère reconnaître à une autorité le rôle d'édicter le code de la route, de décider si on roule à gauche ou à droite, à la rigueur. Il importe peu que l'on roule à gauche ou à droite, dans certains pays c'est à gauche, dans d'autres c'est à droite, c'est finalement qu'une question de convention.
Mais ce qui est important, c'est que cette convention soit prise par quelqu'un et que dès lors, la règle puisse permettre à chacun d'adapter son comportement et de prévoir le comportement des autres automobilistes. Dès lors, lorsqu'on s'engage sur une route, qu'il y a une voiture qui vient en face, on sait naturellement qu'elle passera à notre gauche, sur la droite de la route pour elle, tandis que nous resterons sur la droite de notre côté. Et ça la rendra la mobilité beaucoup plus fluide. Là, cette image du code de la route résume très bien le rôle que veut donner à l'État Hobbes, c'est-à-dire un rôle d'institution d'un ordre qui va permettre d'éviter d'être dans une situation d'anarchie, de violence, de tension entre les individus, mais au contraire de pouvoir coordonner les comportements des uns et des autres. Bref, Hobbes, à travers sa réflexion, en mettant en évidence que l'homme est un loup pour l'homme, montre à quel point nous avons besoin de l'État pour organiser la vie collective, pour coordonner les comportements. À nouveau, la figure de Hobbes peut paraître particulièrement parlante aujourd'hui dans la situation du Covid-19, où on voit à quel point nous avons besoin de l'État pour coordonner nos comportements, pour éviter que les uns utilisent leur liberté de manière disproportionnée par rapport aux exigences sanitaires, ne fassent pas attention aux consignes qui soient données. Ici, dans un contexte de danger extrême, nous avons un État qui est extrêmement fort et qui va justement restreindre, j'ai pris l'exemple du droit de se déplacer, la mobilité, ici il restreint extrêmement fort notre droit à la mobilité, mais au nom d'un intérêt supérieur. Et nous pouvons faire un raisonnement assez similaire à celui qu'a fait Hobbes en son temps et considérer qu'il y a une forme de contrat, au moins de contrat implicite, par lequel chacun d'entre nous reconnaît la légitimité de l'État, reconnaît l'importance qu'il y ait une autorité qui prenne ces décisions, qui décide à quel moment nous devons être confinés, à quel moment nous pourrons nous déplacer à nouveau, coordonne donc les comportements dans l'intérêt collectif et dès lors dans notre intérêt individuel. C'est cette figure que j'avais déjà évoquée dans l'introduction générale du cours, cette figure du contrat, du contractualisme, du contrat social, l'idée qu'il y a un contrat implicite unit les individus entre eux, contrat par lequel ils reconnaissent la légitimité de l'État, ils reconnaissent l'importance d'avoir une autorité. Cette autorité, ce prince, dans le vocabulaire de Hobbes, donc cette autorité, trouve dès lors sa légitimité dans ce contrat implicite. Donc, cette figure du contractualisme nous définit la légitimité de l'État et touche à la question de base donc, de la philosophie politique. Quand est-ce qu'une autorité à travers laquelle une collectivité se donne la capacité d'agir sur elle-même, quand une autorité et quelle autorité est légitime. Ce qui pose aussi des questions sous-jacentes. Quels sont les principes fondamentaux qui doivent régir le fonctionnement de cette autorité? Sur quels principes cette autorité doit-elle reposer? Quel mode de fonctionnement pour rester légitime? Mais aussi, quelle forme particulière cette autorité doit prendre? Est-ce que nous avons besoin d'un pouvoir extrêmement centralisé avec un monarque, un pouvoir absolu? Est-ce que ça doit être le pouvoir de quelques-uns? Est-ce que ça doit fondamentalement être une démocratie? De nouveau, la question aujourd'hui dans nos démocraties libérales qui se caractérise par un pouvoir extrêmement diffus, extrêmement répandu. D'ailleurs, ce sera un des enjeux de la discussion entre libéralisme et républicanisme. Ici, dans le contexte du Covid-19, on voit que les gouvernements, les uns après les autres, acquièrent des pouvoirs spéciaux, acquièrent donc une capacité d'agir de manière beaucoup plus forte, sans le contrôle parlementaire. Donc les gouvernements ont aujourd'hui la possibilité de poser des actes qu'ils normalement ils ne pourraient pas poser. Ils devraient avoir l'autorité du Parlement pour prendre un certain nombre de décisions. Donc là, on voit que la forme particulière que prend le pouvoir, que prend l'État dans le contexte qui est le nôtre, est différente de la forme que l'on estime la meilleure dans un contexte davantage normal que nous avons jusqu'ici toujours connu les uns et les autres. Donc voilà, la question des principes fondamentaux sur lesquels le pouvoir étatique doit reposer pour être légitime, et la question de la forme particulière que doit prendre cet État à nouveau pour être légitime. Donc,
nous avons, je veux dire, ce sont les questions centrales de la philosophie politique, puisque ce sont les questions qui définissent la légitimité de l'État. Mais surtout, comme je l'ai déjà suggéré dans la capsule de présentation, en posant cette question de l'autorité de l'État et la légitimité de l'État, on pose implicitement la question des limites de l'État.